L'attentat du 13 novembre 2015, après 5 semaines de témoignages des parties civiles, Salah Abdeslam était entendu aujourd'hui. On en parle avec Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV. Et dans un instant, un avocat des parties civiles va nous rejoindre. Salah Abdeslam, Cécile, bonsoir Cécile, bonsoir. Était entendu non pas sur les faits, mais sur sa vie, sur sa personnalité. Qu'a-t-on appris ? Alors, comme toujours aux assises, on juge une personne, donc on cherche à en savoir le plus possible sur cette personne. Donc Salah Abdeslam a été interrogé sur son enfance, sur son entourage familial, son parcours scolaire, son parcours professionnel aussi. Il a répondu calmement aux questions, sans verser dans les provocations qu'il avait pu faire il y a un mois en début d'audience. Mais je dirais, il a répondu aux questions qui ne le mettaient pas en difficulté. C'est-à-dire, par exemple, sur son enfance, il explique qu'il était un enfant calme, gentil, qui obéissait à ses parents. Sur sa scolarité, il explique qu'il était un élève studieux, plutôt bon élève, qui avait de l'ambition, qui voulait faire beaucoup de choses. En revanche, quand on l'interroge sur ses liens avec Abdelhamid Abaoud, un autre terroriste du commando du 13 novembre avec qui il avait notamment commis des braquages dans sa jeunesse et qui est vraiment un ami d'enfance, là, il refuse de répondre et il ne s'étend pas non plus quand on lui met sous le nez des rapports de l'administration pénitentiaire qui relatent des incidents avec des surveillants qu'il a pu traiter de mécréants, de SS ou de déchets de la société. Donc il répond vraiment aux questions qui l'arrangent, comme s'il avait un petit peu essayé de lisser son image. D'ailleurs, il a un petit peu changé son image aussi, parce qu'il s'est coupé les cheveux très courts. Il s'est pratiquement rasé la tête ce week-end, visiblement. Il a toujours sa barbe. Toujours sa barbe, mais il a changé son apparence et on a eu l'impression, quand il parlait, qu'il voulait lisser un peu son image. Maître Sacha Gozlan, vous allez nous dire si vous avez eu cette même impression. Vous êtes avocat des parties civiles du 13 novembre. Qu'est-ce que ça apporte au procès ? On juge des hommes. On juge des hommes qui ont commis des actes abominables, qui ont marqué toute la France. Et à ce titre-là, pendant 5 semaines, on a entendu des parties civiles qui ont exposé leurs douleurs, leurs souffrances, leurs histoires. C'est important aussi de rappeler que c'est le procès des accusés. Et que les personnes qui sont dans le box ou les personnes qui comparaissent libres sont ceux qui sont accusés d'avoir commis les attentats du 13 novembre. Et donc, se replonger dans la personnalité, dans l'enfance de Salah Abdeslam, comprendre comment un individu comme Salah Abdeslam ou Mohamed Abrini ou d'autres basculent de la violence à la radicalité, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour comprendre comment ces mécaniques de haine se mettent en place et comment est-ce qu'on arrive à des attentats terroristes qui ont frappé la France et qui ont marqué le monde entier. Mais aujourd'hui, comme l'a dit votre journaliste, on a eu un Salah Abdeslam qui finalement a essayé de faire un espèce de reboot du début du procès, parce qu'au début du procès, il s'est présenté comme un grand soldat de l'État islamique, quelqu'un qui revendiquait les attentats contre les mécréants. Et finalement, aujourd'hui, on a une version lisse de Salah Abdeslam, avec ses tabous auxquels il ne veut pas répondre, sur la sexualité, sur ses relations amoureuses, sur ses relations avec ses parents, avec son frère Brahim, qui lui était aussi impliqué dans les attentats du 13 novembre. Et finalement, il s'est débrouillé pour essayer de répondre aux questions qui l'arrangeaient et à ne pas se mettre... Il était interrogé sur sa petite amie, notamment. Comment vous expliquez qu'il se lisse ainsi ? Je pense qu'il essaie de montrer une autre image de lui-même. L'image du djihadiste gentil, du djihadiste bon élève à l'école, quelque chose qui peut-être a correspondu à une réalité à certains moments, mais qui ne correspond pas à son parcours criminel, à son parcours terroriste. Et puis Salah Abdeslam, il faut quand même le rappeler, à chaque fois, il a été impliqué de plus en plus dans l'organisation des attentats. C'est quand même celui qui a loué les véhicules, c'est quand même celui qui a déposé des terroristes au Stade de France. Il y a des questions qui se posent encore sur les faits qu'il a commis, par exemple une ceinture explosive, un gilet explosif qui a été retrouvé à Montrouge, dont on ne sait pas s'il était défectueux et s'il a essayé de l'activer ou pas. Et donc ces questions, elles restent en suspens à ce stade du procès. Cécile Olivier a d'ailleurs prétendu ne pas connaître certains accusés comme Mohamed Bakali, qui est quelqu'un dont on a moins parlé, mais qui a un rôle très important dans la logistique de ces attentats, qui est une espèce de super logisticien en Belgique, qui a notamment loué beaucoup d'appartements. Et c'est pourtant quelqu'un avec qui il a partagé des planques en Belgique, avec qui il a passé du temps, et il a prétendu aujourd'hui qu'il ne le connaissait pas. Comment définir son parcours
Au début, une enfance normale, ensuite la bascule dans la petite délinquance, puis le terrorisme, on peut le simplifier comme ça? Oui, alors il explique donc qu'il était un enfant calme, un élève studieux. Il explique qu'il obtient à 18 ans un diplôme en industrie mécanique, qu'il est embauché pendant quelque temps dans l'entreprise où travaille son père, qui était conducteur de tram. Il devient électromécanicien. Et puis, donc il travaille là 1 an et demi, et puis il est licencié parce qu'il va en prison. Parce qu'à un moment, il commet des cambriolages, des braquages avec Abdelhamid Abaoud, qui est un autre terroriste de ce commando du 13 novembre. Et puis, il raconte une période où il sort beaucoup en boîte de nuit, où il devient accro au jeu. Il fréquente beaucoup les casinos, il joue au bingo dans certains bars, et où la patronne d'un bar raconte d'ailleurs qu'il supporte pas de perdre et que parfois il s'énerve tellement qu'il balance des chaises à travers la fenêtre. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien entre cette personne qui est décrite, donc le petit délinquant accro au jeu. Qu'est-ce qui fait Non, alors après, aujourd'hui, on n'a pas parlé de son rapport à la religion et de son processus de radicalisation. C'est un petit peu curieux, mais ces thèmes-là seront abordés au mois de janvier sur les faits. Aujourd'hui, c'était vraiment sur sa personnalité, mais c'est vrai que du coup, c'était amputé de toute la partie religion, radicalisation. Et à quel point c'était attendu par les parties civiles? C'est attendu parce que les parties civiles, elles ont vécu quelque chose d'affreux, qui les a marquées, qui a brisé leur vie. On a entendu pendant 5 semaines 350 parties civiles qui, chacune, ont raconté leur douleur, leur souffrance, qui sont venues le déposer à la barre. Et c'était vraiment ça, elles sont venues déposer leur douleur, leur humanité à la barre. Et donc, en retour, les parties civiles, ce qu'elles attendent, c'est de la sincérité, c'est de la vérité. Et finalement, on a retrouvé un Salah Abdeslam qui voulait lisser son image, qui a essayé d'expliquer qu'il vivait des conditions de détention qui étaient parfaitement abominables. Et donc, c'est comme si finalement, il préparait la suite. C'est comme s'il préparait ses conditions de détention, l'aménagement de sa peine dans les prochaines années, sachant qu'il a déjà été condamné à 20 ans de prison et que peut-être sera-t-il à nouveau condamné devant cette cour d'assises spécialement composée. Et donc finalement, l'enjeu là pour Salah Abdeslam, il était d'éviter les questions embarrassantes et de se plaindre de ses conditions de détention, de cette cellule dans laquelle il est observé, qui peuvent être des choses qu'on peut questionner par ailleurs, mais qui franchement... C'est des conditions particulières quand même, bien sûr, de détention, où il est filmé 24 heures sur 24, où il n'a aucun contact humain avec personne, où il raconte qu'il ne parle à personne pendant plusieurs jours. C'est quand même des conditions particulières. Et à l'inverse, c'est tout à fait vrai, et à l'inverse, le président l'a rappelé, l'état des prisons françaises, où on a des détenus qui se retrouvent à plusieurs dans une même cellule, dans des conditions d'insalubrité terribles. Finalement, l'enjeu, il n'est pas tant d'essayer de défendre les conditions d'incarcération de Salah Abdeslam ou pas, mais vraiment de comprendre qui est le personnage. Et on sait à quel point ce procès est éprouvant pour les parties civiles. Certaines le suivent à distance via une radio. Certaines disent « je n'irai jamais ». Est-ce que vous avez senti qu'elles étaient plus nombreuses aujourd'hui? Cécile le disait, il y aura l'interrogatoire sur les faits en janvier. Est-ce que certaines se disent « j'irai uniquement en janvier ». Que vous disent-elles? Il y a autant de réactions qu'il y a de parties civiles, et il y en a 2300 dans ce procès. Celle que vous défendez? Celle que je défends, en tout cas, était très intéressée par la personnalité de Salah Abdeslam. Elle voulait comprendre quel est le parcours de cet individu délinquant qui devient un criminel radicalisé, djihadiste, qui s'inscrit dans cette idéologie-là. Et donc probablement qu'elles seront à nouveau présentes pour les autres interrogatoires de Salah Abdeslam et des autres accusés sur les faits qui ont été commis, sur la radicalité religieuse et sur tous les éléments qui peuvent éclairer les faits qui ont été commis le 13 novembre. Et ce moment-là, ce moment fort, ce sera en janvier? Ce sera en janvier, où il sera interrogé donc sur les faits, sur son rapport à la religion, sur sa radicalisation. Il faut quand même préciser qu'on parle beaucoup de Salah Abdeslam parce que c'est le plus connu, qu'il a été recherché, etc. Mais qu'il y a 14 accusés en tout dans le box, et dont certains ont des rôles très très importants, où certains seront d'ailleurs jugés pour crimes de guerre parce qu'ils ont brûlé par exemple un pilote jordanien dans une cage. Donc il y a vraiment d'autres gros profils à ce procès. Merci beaucoup d'être venu dans BFM News. Bonsoir Maxime. Bonsoir Aurélie Caz. Dans un instant, Sophie Petronin, vous vous souvenez, cette humanitaire française qui avait été retenue en otage au Mali pendant 4 ans. On a appris ce soir, on est en mesure de confirmer à BFM TV, que Sophie Petronin a décidé de retourner vivre
au Mali. Elle y est même depuis 6 mois, à tel point que les autorités maliennes la recherchent à nouveau aujourd'hui. La gendarmerie malienne veut mettre la main aussi sur Sophie Petronin. On va en parler dans un instant. Et puis on parlera de cette polémique déclenchée par une campagne autour du voile, du hijab. Polémique lancée après cette campagne financée notamment par l'Union européenne.